Salut à tous, bonjour la France, bonjour à tous les pays francophones, salut à tous les Tintins. Donc on revient sur une petite toiture que vous connaissez. J'étais venu cet été faire un devis, je vous avais expliqué 2-3 choses. Donc là c'est l'hiver, hein, on se les caille. Alors la dernière fois, je voulais vous faire voir un truc et puis je sais plus pourquoi, j'ai plus de batterie ou pas eu le temps, je vous l'ai pas fait voir. C'est en montant la vidéo, enfin la dernière vidéo qui s'appelle Balade en toiture, si vous voulez aller la re-regarder pour vous remémorer un petit peu les conditions. Donc rapidement, là il y avait une fuite entre les deux lucarnes et là il y avait un fêtage scellé qui était en train de se déliter. Vous voyez à peu près comme ça là. Voilà, donc il y avait la même chose ici, puis moi je pensais que la fuite vraiment venait d'ici, donc j'ai refait le fêtage. Là j'ai refait une petite sortie de VMC, le client voulait sortir sa VMC parce qu'elle sortait dans le comble. Si tu regardes le châssis, côté intérieur de la fenêtre, elle était pleine de buée. En fait, toute l'air de l'habitation qui était gorgée d'humidité, elle stagnait dans le comble. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, petite chose aussi que je voulais vous dire. La première fois que j'étais venu ici, j'avais refait un chenot encaissé. Là, je vous l'avais fait voir. J'avais mis de la tuile losangée de chez Coramic. Je trouvais plus le nom la dernière fois, mais bon, j'ai retrouvé. Et donc j'ai recommandé la même tuile, et puis avec les événements qu'on connaît, Coramic a décidé d'arrêter de fabriquer ce modèle. Donc j'ai commandé les tuiles au mois de juin, je les ai reçues au mois de janvier, mais j'ai dû changer de modèle parce qu'il la faisait plus. Pourquoi j'ai pris ce modèle? Parce que c'est le même fabricant, c'est une double emboîture, c'est le même coloris, c'est le même nombre de tuiles au mètre carré, une Tradi 12 avec un relief un petit peu classique. Donc c'est ce qui se rapprochait le mieux. Bon, j'ai quand même laissé ce petit versant, hein, j'allais pas le refaire. De toute façon, d'en bas, ça se voit pas la différence de tuiles. Et puis là, à l'époque, j'avais disqué un rang, je l'avais fixé, donc je voulais pas en recouper plein de tuiles, machin, ça servait à rien. Là-bas, bon, bah, je me suis fait un petit couloir, j'ai conservé le même tuyau. Voilà. Et ce que je voulais vous faire voir, c'était sur ce toit en bas. Regardez. Ça, c'est moi qui l'avais fait il y a quelques années. Et quoi ben je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, il est tout sale et il faut aller le nettoyer. Bon, on va monter. Tu vois, là j'avais fait un bout d'habillage de bandeau avec un trop-plein qui dépasse parce que c'est un chenot encaissé. Alors à quoi ça sert un trop-plein? Ça sert exactement à ça, regarde. Tu vois, là il y a la l'évacuation dessous qui était complètement bouchée par les épines. Tu vois? Alors ce qui se passe, c'est que si tu condamnes ton évacuation d'eau, l'eau elle va monter en charge et c'est possible, suivant la hauteur de ton bandeau de devant, c'est possible que l'eau aille sous les tuiles et coule dans le logement. Donc pour éviter ça, on se soude un petit trop-plein. Puis là, je me suis fait un petit habillage de trop-plein dans l'habillage de bandeau. Regarde les fêtières comme elles sont. Tu vois, les tuiles, elles sont brillantes. Les fêtières, elles sont mates.
Parce que, et les fêtières que j'ai achetées pour là-haut, je sais pas si tu as remarqué, mais elles sont brillantes. C'est parce qu'en fait, Coramic, ils ont changé probablement d'usine où ils fabriquaient ces fêtières-là, qu'on appelle fêtières standard. Donc il y a beaucoup de changements. C'est compliqué les changements, hein. Nous, il faut qu'on s'adapte. Regarde, tu vois, il est tout sale, je vais le nettoyer. Puis comme j'ai refait le toit du haut, j'ai fait aussi tomber pas mal de poussière, de vis que je vais ramasser, tu vois. Petit ménage à la fin du chantier. Donc, petite présentation du chantier. Donc là, bon, tu as vu, couloir. Chenot encaissé bas de pente, avec un retour d'angle là-bas. Joint de dilatation à l'ancienne. Donc quand il y a un joint de dilatation à l'ancienne, il est forcément en haut de pente. Et donc il faut une évacuation de chaque côté, c'est logique. Il y avait un mur un peu déglingos, donc je lui ai fait une bavette et puis je lui ai mis des tuiles sur le mur aussi. J'avais fait un petit support bois, tu vois. Si on se retourne, petite ventilation, bavette haute pente, tuyau de descente qui file à l'intérieur de la toiture. Donc ça, c'est pas super, hein. S'il y a un problème, voilà. Et donc de ce côté, le chenot encaissé, il se finit dans un petit couloir avec une naissance, tu vois, petite naissance de sang qui est évidemment bouchée, tu vois. Bon, j'essaierai de lui mettre un gros coup de souffleur dedans. Ouais, ça caille. Regarde, on voit la neige là-bas. Alors la chose dont je voulais te parler, c'était à propos de l'écran sous toiture. Bon, alors déjà, on voit que la tuile, c'est une double emboîture. Tu vois, une, deux. C'est-à-dire qu'elle a une double sécurité latérale, ce qui la rend très étanche. Tu vois, c'est une Coramic losangée. Elle est très jolie, très performante. Quand tu poses un écran sous toiture, donc, c'est ce tissu-là qui est HPV, hautement perméable à la vapeur. Ça veut dire qu'il laisse sortir l'humidité du logement et qu'il est étanche côté extérieur. Donc ça, c'est une sécurité. Ça veut dire que si une tuile casse ou s'il y a de la neige qui tombe sur le toit, qu'en bas de pente, il y a une congère qui se forme et qu'une fonte de la neige arrive par le haut, l'eau va s'écouler, elle va buter contre la congère, elle va monter en charge, elle va passer là et elle va tomber à l'intérieur. Donc à ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une contrelatte pour surélever le litho, ce qui laisse une lame d'air de respiration et puis surtout un passage d'eau. Mais en bas de pente, comment est-ce qu'on finit l'écran sous toiture? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Certains les emmènent dans le chenot, donc il va pendre dans le chenot et puis il va battre au vent, ce qui peut faire moche si on a une vue du bas, ce qui peut faire du bruit quand on a du vent. Et de toute façon, avec le soleil, il va très vite cuire et se désagréger. Ensuite, il y a ma méthode à moi où en fait je me fais un petit relevé où je le coupe à rame à chanlatte. La chanlatte, c'est cette partie de bois qu'il y a ici. Si l'eau tombe derrière la chanlatte, elle va mouiller la charpente. Mais alors regarde, la petite subtilité. Tu vois que le toit dépasse, c'est ce qu'on appelle un forget. Donc à ce niveau-là, si l'eau tombe, elle va tomber sous ma chanlatte, entre mon chenot et ma chanlatte. Donc ça va mouiller le bois. Ça va mouiller le bois, mais peut-être
une fois ou deux, grand maximum, durant toute la durée de vie de la toiture. Parce que on est en dessous de 900 mètres d'altitude, c'est pas un climat montagne, c'est pas une membrane d'étanchéité qu'on doit appliquer sur la toiture, c'est simplement un écran sous toiture, c'est une sécurité, et puis aussi c'est très utile lorsque tu fais les travaux, ça t'évite de bâcher. Par contre, cette méthode-là, elle est applicable, bien sûr, que si tu as un forget, que si tu te situes en dehors de l'habitation. Donc tout ce qui est Schno encaissé, Velux, tout ce qui est raccord, tu dois toujours dévier ton écran et assurer l'étanchéité autour des ouvrages. C'est ce qu'on appelle les points singuliers. Alors c'est ce que je voulais te montrer là. Je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une vidéo. La vidéo elle s'appelle je reviens 10 ans après, je crois, sur une toiture. Je viens pour faire un devis ou un petit contrôle, je sais plus, et boum, je tombe sur une tuile cassée, mais il n'y avait pas eu fuite parce qu'il y avait un écran sous toiture et j'avais fait une déviation. Vous avez vu donc l'utilité de cette petite déviation. Allez, je vais en enlever un peu plus pour la compréhension. Alors voilà, regardez l'utilité d'une tuile double emboîture. Là, on est surplombé par un immense cèdre qui perd ses épines. Là, on voit que la première cannelure de la tuile, elle est tout encombrée par la végétation. Tu vois ? Donc si l'eau tombe là, elle va monter en charge et puis souvent ça siphonne et hop, ça tombe à côté. Et là vous avez vu que la deuxième cannelure qui est complètement propre, elle sert de sécurité. Il y a des tuiles comme la Delta 10 qui est une simple emboîture. Quand la gorge est pleine d'épines, ça siphonne et ça tombe à côté de la tuile. Vous pouvez être sûr que ça fuit. Et même lors des gros orages, c'est une tuile qui... Oh, je veux pas dénigrer, mais on retrouve des traces d'humidité sur la volige. Voilà. Donc moi, je préfère toujours les doubles emboîtures. C'est ce qui m'assure une bonne sécurité. Et bien sûr, un écran sous toiture, c'est pas obligatoire. Tout le monde pense que c'est obligatoire, c'est pas vrai. C'est conseillé. De toute façon, c'est logique de le mettre. Hein. Je pense qu'il n'y a personne qui met pas d'écran sous toiture en France. Sauf s'il adore bâcher et débâcher tous les jours. Mais enfin, c'est comme ça. Si, peut-être les constructeurs, ceux qui tirent les prix, qui font des maisons neuves et qui font la charpente couverture sur de la maçonnerie brute, donc où la maison n'est pas habitée, il n'y a rien à abriter, donc ils balancent la tuile, ils mettent pas d'écran, et puis après, 10 ans après, on commence à avoir les premiers problèmes, et c'est là qu'on commence à regretter d'avoir choisi le moins cher. Voilà. Donc, alors, moi, ce que je voulais vous faire voir, c'est que là, on se situe donc dans un chenot encaissé. Ça veut dire qu'on est là, regardez. Là, il y a un mur de séparation. Donc là, c'est l'épaisseur du mur. Et là, on est bel et bien au-dessus de l'habitation du monsieur. Ça veut dire qu'en dessous, là, il y a probablement une douche, quelque chose, c'est habité, quoi. Il y a du placo, de la peinture. Et c'est là où il faut être très vigilant avec l'écran sous toiture. C'est que ça sert à rien de mettre un écran sous toiture et de venir le couper tout le long de la chanlate, comme j'ai fait là-bas. Vous voyez? Alors là, ce qu'il faut faire, c'est plier un larmier. Alors là, c'est mon zinc. Et là, j'avais mis un aluminium ou une tôle laquée marron sur lequel je suis venu coller mon écran sous toiture. Donc regardez, j'arrive pas à l'enlever, il y a un gros joint colle tout le long là. Ma bavette, elle remonte jusque là. Bon, j'avais fait une grande bavette. Parfois je fais une petite bavette avec un support bois pour pas que, avec le temps, la chaleur et puis l'accumulation d'eau enfonce l'écran sous toiture et puis crée une poche de rétention d'eau. Donc pour le bon écoulement, boum, petite pente, bavette,
joint collé, et l'eau, s'il y a le moindre problème, elle s'évacue dans le chenot encaissé. Donc voilà, c'était la petite subtilité. Je voulais bien vous faire voir l'utilité d'un écran sous toiture et puis la façon de traiter convenablement un égout. Donc le DTU, quand on n'est pas obligé de vendre un écran sous toiture, à moins que les lois viennent de changer cette année, je ne suis pas au courant, mais ça n'a jamais été obligatoire. C'est conseillé mais pas obligatoire. Par contre, si on en vend un, il faut vendre l'égout de cette manière. Seulement un égout de cette manière, c'est cher. Ça prévoit un support bois tout le long, ça prévoit une bavette en tôle. C'est plus cher que de venir simplement le couper derrière la chanlate comme ça. Mais comme je vous ai expliqué, les zones en dessous de 900 mètres, donc qui ne sont pas des climats montagne, l'écran sous toiture, il n'est pas censé recevoir régulièrement de l'eau, c'est très occasionnel. Si une fois ou deux dans sa vie, il y a de l'eau qui coule sur l'écran sous toiture, de toute façon, elle va sauver le logement, elle va s'écouler en bas de pente, ça va mouiller le bois, les têtes de chevron, un petit peu la volige, un peu la chanlate. Ce sera très peu d'eau, ça va très vite sécher, ça dégradera jamais le bois. Par expérience, ça sert absolument à rien de mettre en œuvre tout un système de bavette métallique de support bois. Par contre, de traiter un chenot encaissé de cette manière, c'est de la folie. Voilà. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Donc là, on va y mettre un... Vous voyez les toitures, il est important de monter sur son toit régulièrement pour le nettoyer. Alors, il n'y a pas de fréquence, hein. Il y en a qui disent une fois par an, il y en a qui disent une fois par saison. Ça dépend où vous vous situez. Là, on est sur un site, on est surplombé par un cèdre. Là, je pense qu'un truc comme ça, faut monter une fois tous les 2-3 mois, hein, minimum. Avec un souffleur, une balayette, on souffle tout ça. Tiens, regardez, j'ai cassé une tuile. J'ai fait tomber un bout de gravat. Regardez, il a pété là, j'ai cassé une tuile. Bon, je vais la changer. Et qu'est-ce que je disais? Le gros problème, en fait, c'est vraiment les... regardez, les cannelures qui sont pleines d'épines. Souvent, ce qui se passe, c'est que bon, là, on est sur un petit rampant. Imaginez que le rampant, il monte sur 8 mètres. Imaginez-vous la quantité d'eau qui arrive sur le bas de la toiture. Donc, des fois, on se retrouve avec des fuites. Il n'y a aucune tuile cassée, tout est bien fait. Qu'est-ce qui se passe? Les cannelures, toutes les jointures des tuiles siphonnent à cause des saletés qui sont gorgées dedans. Voilà. Bon, voilà les petits tintins. Je vais mettre un petit coup de nettoyage.
vois, normalement, le premier rang, il faut toujours le fixer. La périphérie d'une toiture, ça se fixe. Mais là, on est sur un bâtiment très bas. On est abrité par un mur acrotaire. Donc, comme j'ai déjà dit, il faut savoir s'adapter. Hein. C'est pas parce qu'il faut faire un truc, on nous dit de faire un truc, qu'il faut le faire systématiquement de partout sans réfléchir. Quand tu es en haut, grand bâtiment, face à la vallée, tu pantonnes, tu fixes tout. Quand tu es en bas, abrité, ça passe, d'accord? Et même, je vais te dire, ça dépend même les endroits. Là, tu as vu la toiture là-haut, c'est une toiture qui a des milliers d'années. Il y a des toutes petites tuiles, elles se sont jamais envolées. Donc voilà. Toi, tu arrives avec tes tuiles 12 au mètre carré, boum, tu mets une vis à l'égout, il n'y aura jamais de problème. Voilà, tuiles cassées. Bonjour à tous, c'est le Lionel du présent qui vous parle. Alors tout d'abord, navré pour cette interruption et merci pour votre écoute. J'ai quelques problèmes en ce moment sur ma caméra. L'image revient dans 5 minutes, mais de toute façon, il n'y a plus grand chose à regarder d'intéressant. Ceux qui veulent continuer à écouter mes histoires abracadabrantes, je vous mets une série de petites photos pour passer le temps. Alors merci à vous pour votre patience et no rage de mon racontage. J'ai bien fait de mettre un écran sous toiture. Hein, là, il a toute son utilité. T'es d'accord ou t'es pas d'accord avec moi? Est-ce que t'es bien d'accord? Tu sais ce que j'ai envie de faire, moi? C'est de les soulever toutes une par une et de les nettoyer. Et moi, je pense que c'est ce que le client devrait faire. Tu vois, il se prend une petite après-midi, il se met une petite radio sur le toit, petite radio, il se fait ça début d'été, printemps-été, petit thermo de café sur le toit, petite radio, et il se fait toutes ses cannelures avec son 2 watts. Avec son gros 2 watts. Et après, il va avoir une toiture nickel. Hein? Parce que même si je fais bien les toits, c'est pas des toitures insubmersibles. Hein? On peut pas non plus... regarde, ils ont chié sur mes tuiles, déjà. Hein, moi, j'ai pas la solution à tout. Hein. Il y a un mec qui me contacte cette semaine, il me dit ouais, il y a un mec qui m'a posé tel type de tuile, elle est préconisée à 45%, pas degrés, hein, 45%. Et chez moi, j'ai que 25%, ça fuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a appelé le fabricant, il lui a dit notre garantie elle n'est pas applicable, faut tout refaire. Alors le mec il me dit oui, j'ai pas envie d'être le client chiant, d'obliger mon artisan à tout refaire, mais tu vois, et encore il culpabilisait le man. Alors le mec il se pointe, tu vois, il lui fait un devis, il a sa petite tuile dans la tête, il sait absolument pas à quelle pente se pose sa tuile, tu vois, il s'en fout. Lui, il s'est dit toute ma vie, je vais poser la même tuile de partout. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Si vous voulez refaire votre toit, il faut appeler un professionnel, hein, un vrai couvreur. Il faut mieux éviter de faire et défaire. Parce que faire et défaire, c'est cher. Est-ce que j'ai bien remis toutes les tuiles? T'imagines le mec qui part, il a pas remis ses tuiles. Il se tire chez lui. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Mais souvent, je doute. Tu sais, c'est comme quand tu pars chez toi et tu te dis, j'éteins la lumière, j'ai bien fermé la porte. Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Allez, je retourne. Et puis, quand tu retournes chez toi, eh ben, la porte, elle est fermée. Parce qu'en fait, on ferme toujours la porte machinalement, mais on l'enregistre pas tellement on le fait quotidiennement. Moi, comme ça, c'est mon quotidien. Ça m'arrive toujours de dire, ah, est-ce que j'ai bien remis la tuile? Tout à l'heure, j'ai changé la tuile, mais je parlais, est-ce que j'en ai bien remis une autre? Et au début, ça m'arrivait de revenir. Mais maintenant, je reviens plus parce que je sais que je le fais toujours. Est-ce que tu aimes les petites histoires de fin de chantier? Tu vois, je suis content parce que je viens de finir mon chantier. Je viens de voir un vieux chantier, là, que j'ai fait, qui vieillit bien. Je suis content de revenir dessus, de le nettoyer un petit peu. Regarde, voilà, là c'est fini, je vais nettoyer en bas, je vais tout ranger, je vais remballer. Mais
Mais comme vous aimez bien les petites histoires, je vais vous raconter une autre petite histoire qui m'est arrivée. Oh, se roule. Alors, il n'y a pas longtemps, bon là on est en, allez je dis la date, fin janvier 2023. Parce que je sais quand je la tourne, je sais jamais quand je la poste. Donc, je vais faire à l'automne là, forte pluie vers chez nous. Attends man. Forte pluie vers chez nous. Il y a une mamie, elle m'appelle. Ah, j'ai des fuites dans ma cuisine. Ça tombe dans mon lavabo. Attends, oh, elle avait de la chance, ça tombait dans son lavabo. Ouais, j'avais plus de batterie. Mamie, elle m'appelle. Ouais, j'ai une fuite. Faut réparer ça. Bon, c'était une petite fuite. Rien de méchant, le plafond était mouillé. Ça angoissait la mamie, elle dormait plus. Fallait tout faire vite, fallait venir tout de suite. J'ai dit, écoutez, madame, je vous fais un devis. Je vous fais un petit devis. Et puis, si vous l'acceptez, je viens dans 3 mois. Parce que j'ai plein de choses à faire avant. Elle me dit, oh, vous pouvez faire vite, s'il vous plaît, parce que il y a le peintre qui vient demain. Oh, le peintre, il vient demain? Donc le plafond, il vient d'être mouillé. J'ai même pas encore réparé la toiture. Et l'autre, il va venir repeindre le plafond demain. Ah bah ouais, c'est un auto-entrepreneur. Il est bien, il est pas cher. Elle m'a dit, ah bon? Je dis, ben vous savez quoi? Moi, ça me paraît suspect quand même. Moi, je serais vous, je serais lui. J'attendrai que le couvreur passe. Ensuite, on attend un gros orage pour voir si ça continue de fuir ou pas. Parce que ça se peut des fois qu'on localise pas forcément bien la fuite, qu'il y a plusieurs choses qui peuvent fuir. Donc on procède par élimination. Et puis si au prochain orage ça n'a pas fui, eh ben c'est que c'était ça. Puis on attend quelques semaines que la laine de verre sèche bien, que les placos sèchent bien. Et puis après on revient faire la peinture. C'est ce qui me paraît logique. Ah ouais. Ah ouais, vous avez raison. Vous êtes pas bête, vous, elle me dit. Hein. Elle me dit, vous êtes pas bête. Ah ouais. Donc, je sais plus ce qui se passe. Elle en appelle un autre. Mais il lui prend la lubie, comme elle avait un peintre sous la main, de refaire ses volets. Enfin, je peux même pas te dire si c'est lui ou pas qui lui a fait. Il lui fait ses volets, il n'a rien dégapé du tout. C'était dégueulasse, ça avait coulé de partout. Elle travaille ni fait ni à faire, elle s'est fait escroquer et tout. Je lui dis, madame, arrêtez de prendre des auto-entrepreneurs. Je veux pas cracher sur les auto-entrepreneurs parce que il y en a qui démarrent et qui bossent sans doute très bien. Mais bon, c'est quand même un système où on a facilité l'accès à la profession à n'importe quel chabert. Et on se retrouve avec des aberrations comme ça. Donc je lui dis, arrêtez de faire bosser n'importe qui, demandez conseil auprès de votre entourage. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre argent, ils en ont rien à foutre de faire du bon boulot. Ah oui, c'est vrai, on m'a conseillé un peintre, il est bien, il habite Sainte-Croix, juste au-dessus de chez nous, là-bas. Ah ouais, très bien, je vais l'appeler. Je dis, bah appelez-le, et puis vous me dites ce qu'il en est. Donc elle l'appelle, et le mec, il vient tout de suite. Enfin, le lendemain soir, quoi, j'étais en travaux chez elle. Donc le mec, je le vois, bonjour et tout. Le mec, camion propre sur lui, il présente bien, il parle bien. Il avait l'air super professionnel, tu vois. Donc le mec, il fait son devis et tout. La mamie, elle dit, ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je lui dis, écoutez, on vous l'a conseillé, moi je le connais pas, il a l'air très bien. Je pense que vous pouvez lui faire confiance, faites-le travailler, et puis... Donc je reviens, je sais pas, quelques semaines après. Il lui avait pris la lubie de refaire les murs de sa chambre. Et qu'est-ce que je vois? Un énorme massacre. Alors la peinture dégueulasse, dans les angles ça bavait sur les tapisseries,
Pour peindre le mur, il y avait une armoire, une super vieille armoire qu'elle avait héritée de ses parents. Il pousse l'armoire, il la met au milieu de la pièce. Mais cette espèce de gros badnave, il n'a pas vu qu'en fait, il avait poussé le lustre. Donc c'était un lustre, vous savez, avec des bras, et puis au bout des bras, ça fait comme un faux chandelier, quoi. Les ampoules, elles avaient des formes de flammes. Du coup, les ampoules touchaient l'armoire et ça a brûlé son armoire. Donc, au niveau où les ampoules ont touché, on voyait des gros ronds tout calcinés. Et lui, il lui dit, c'est pas moi, j'utilise pas de produits chauffants, machin. Donc, c'est pas moi. Et après, elle me dit, mais en fait, c'est pas Monsieur Untel, je m'en souviens plus de son nom là, le bon petit artisan que j'avais vu de Sainte-Croix. Elle l'avait pas pris lui. Je lui dis, mais pourquoi vous l'avez pas pris? Il avait l'air très bien, tout le monde vous l'a conseillé. Elle me dit, mais il avait 1 mois de délai. Elle pouvait pas attendre 1 mois pour refaire la peinture de sa piole. Donc, la cliente, ça fait au moins 3 fois qu'elle se fait tartiner. Et elle me dit, est-ce que vous connaissez un bon maçon? Parce que le seuil de son portail, il était mal fait, il a gelé, ça a bougé les poteaux, ça a couché le portail, il fermait plus. Fallait tout refaire. Elle me dit, vous connaissez pas un bon maçon? Je lui dis, mais madame, le maçon qui m'a conseillé à vous, c'est vous qui l'avez contacté. Donc vous le connaissez. Je lui dis, lui, c'est un très bon maçon. Appelez-le. Ah d'accord, je vais lui dire qu'il vienne me faire un devis. J'appelle mon collègue, le maçon. Je lui dis, je suis chez madame Untel, elle veut refaire son portail. Il dit, tu sais quoi, prends-moi des photos, prends-moi les cotes, et puis je lui envoie un devis. Donc, je mets 2-3 coups de mètre, je prends quelques photos, je lui envoie, il lui fait un devis. Je reviens un petit peu plus tard. Je sais plus pourquoi faire, parce que j'allais, je venais... je faisais fallait après que je lui rapporte des devis, des machins. Elle me dit, dis donc, ça tombe bien que vous soyez là parce que j'ai reçu le devis du maçon. Oh là là, comme c'est cher, je m'attendais pas à un tel prix. Il faut que j'en trouve un autre moins cher. Je lui dis, mais madame, moi je vous conseille monsieur Cessillon, je sais qu'il fait du bon boulot. Appelez-le lui. Moins cher, vous allez trouver moins cher. Plus vous cherchez, plus vous trouverez moins cher. Il y a même des mecs qui bossent pour un kebab. Oui, en France, t'as des mecs, tu leur payes un kebab, ils viennent bosser. Enfin, ils viennent. Je vais pas appeler ça du travail. Déjà, il vient, le mec. Je lui dis moins cher. Vous allez trouver. Mais qu'est-ce que vous allez avoir comme travail? Ah oui, c'est vrai ce que vous dites. Vous êtes pas bête, vous. Hein. Ah oui? Et là, on en est arrivé à un point où je sais pas ce qu'elle va faire. Je sais pas ce qu'elle va faire. Donc là, aujourd'hui, je sais toujours pas. Faut que je retourne là-bas au printemps là pour nettoyer le toit. Il est tout plein de mousse. Et ça se trouve, je vais voir un nouveau portail tout défoncé. Ça m'étonnerait même pas. Hein. Mon Tintin. Ouais, petit Tintin, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un petit abonnement. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bonne soirée.